les caméras, sauf pour les intervenants, lorsqu'ils prendront la parole. Donc ravi de vous retrouver pour évoquer cette thématique autour du télétravail, mais aussi et surtout du télétravail dans les tiers-lieux. C'est vrai qu'on parle beaucoup de télétravail et d'autant plus depuis la Covid. Ça a été un accélérateur de cette nouvelle forme d'organisation de travail, mais ça faisait déjà plusieurs années, quand je dis que ça gagnait du terrain dès 2012, mais c'était même depuis les années 90. Mais c'était de plus en plus marqué depuis la prise de conscience autour des enjeux de mobilité et de saturation des accès dans les grandes métropoles, les grandes agglomérations, avec beaucoup d'embouteillages. C'était le sujet qui faisait la une de tous les journaux chaque matin. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Ceci dit, les entreprises, les administrations ont enfin pris conscience que le télétravail, du fait de la tertiarisation, du fait du management à la confiance, la digitalisation de notre économie, permettait de s'affranchir de ces mobilités subies. On aura l'occasion de l'évoquer tout au long de cette réunion, d'apporter un certain nombre aussi, ce qu'on appelle d'externalités positives, de services au niveau de ceux qui pratiquent le télétravail. Mais clairement, le télétravail ne s'improvise pas. Nous allons avoir plusieurs intervenants qui vont à la fois évoquer l'impact de ce télétravail sur les territoires par rapport à cette notion de rapprocher l'emploi et de l'habitat. On verra aussi quel est le rôle des collectivités par rapport à cette notion de rapprochement emploi-habitat. Et c'est pour ça qu'on va avoir de suite l'introduction de cette réunion par Monsieur Gallier, qui est vice-président en charge du développement économique et des usages numériques, donc au niveau de la communauté d'agglomération du Val-d'Hier, Val-de-Seine, et également maire de Brunoy. Monsieur Gallier, je vous laisse effectivement évoquer l'ambition de votre territoire en matière de politique d'accueil des télétravailleurs. Bien, merci. Bonjour à tous. Bienvenue de façon virtuelle en Val-d'Hier, Val-de-Seine. Alors, effectivement, comme vous le rappeliez à l'instant, comme M. Valentin le rappelait, il y a un enjeu fort autour du développement du télétravail sur notre territoire. Le Val-d'Hier, Val-de-Seine est une communauté d'agglomération de taille relativement modeste, puisque en termes de population, on est inférieur à 200 000 habitants. C'est un territoire où le cadre de vie est plutôt extrêmement agréable et c'est de ce fait un territoire à caractère essentiellement résidentiel. Nous avons à peu près 82% de notre population active qui chaque jour, alors pas forcément en ce moment, mais en temps normal, quitte le territoire pour aller travailler sur d'autres zones d'activité, d'autres zones d'emploi. Et donc très tôt, ça remonte bien avant le Covid, la communauté d'agglomération s'est intéressée à développer ce télétravail, je dirais au moins pour trois principales raisons. La première est un objectif de développement économique de notre territoire et notamment de développement commercial, d'attractivité de nos centres-villes, de dynamisme de nos centres-villes. Vous imaginez bien qu'avec une population active qui a 82% vit en dehors du territoire dans la journée, la semaine, eh bien le tissu commercial du territoire repose, son attractivité, son développement repose sur la clientèle présente sur le territoire et évidemment il y a de forts enjeux à faire en sorte que plus de monde travaille et vive sur le territoire en semaine. C'est d'ailleurs ce que l'on observe depuis les différentes phases de confinement que nous avons malheureusement connues depuis l'an dernier. C'est un renouveau en termes d'attractivité et de proximité. C'est le premier élément qui nous pousse aujourd'hui à vouloir développer le télétravail sur la ville. Le deuxième objectif
c'est un objectif de qualité de vie. Tout à l'heure, je vous parlais d'un cadre de vie très agréable que nous avons sur le territoire. Malheureusement, quand chaque jour vous empruntez les lignes de transport qui existent sur le secteur, en l'occurrence la ligne D, quand vous êtes pris dans des embouteillages malgré tout assez conséquents, eh bien ce joli cadre de vie, vous le payez cher en qualité de vie. En passant, je dirais, un temps important dans les transports, ce qui évidemment est source de fatigue. Donc il y a vraiment un enjeu de qualité de vie associé à ce développement du télétravail. Puis le dernier aspect, c'est plus du côté des entreprises. Alors je suis peut-être pas forcément le mieux passé pour en parler, mais il me semble que tout ce temps de transport, de fatigue pèse sur l'efficience du personnel. Et on le sait, la ligne D notamment a très mauvaise réputation, notamment chez certains employeurs de la région parisienne. Donc gommer cette phase transport ou la gommer partiellement, ponctuellement, et je pense pour l'ensemble des employeurs une chose tout à fait intéressante. Voilà pourquoi au regard de ces trois aspects, nous cherchons aujourd'hui à développer sur notre territoire le télétravail à travers déjà le télétravail à domicile, qui a ses limites, mais qui malgré tout existe et qui est plutôt favorisé par un développement de la fibre optique quasi général sur notre territoire. Et puis également, parce que c'est indispensable, l'émergence sur notre territoire d'un certain nombre de lieux, de tiers-lieux, d'espaces où les télétravailleurs peuvent être accueillis. Et à ce titre, on a déjà un certain nombre d'espaces qui existent. Je pense que durant l'après-midi, nous aurons une intervention de Stop and Work, mais il y a aussi d'autres entreprises, d'autres porteurs de projets dans ce domaine-là, et du reste, s'ils sont parmi nous cet après-midi, mais qu'ils n'hésitent pas à intervenir parce que le territoire est déjà relativement bien noté en sites divers et variés. Et puis je dirais que pour finir, les premières évaluations que nous pouvons essayer de faire sur le potentiel de développement du télétravail et du télétravail en tiers-lieu nous montrent assez clairement que sur les prochaines années, nous aurons à faire émerger sur un certain nombre de communes de nouveaux projets d'implantation de centres de tiers-lieux. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Je suis ravi en tous les cas qu'on ait cette discussion. Je remercie les organisateurs, je remercie Relais des entreprises, Monsieur Valentin, en tous les cas pour l'organisation de cette première manifestation, et j'espère qu'elle sera suivie également d'autres conférences de ce type, et puis également d'installations sur notre territoire. Merci à tous en tous les cas. Merci Monsieur Gallier. Effectivement, c'est le début d'une série d'interventions pour mettre en avant toute cette dynamique que vous avez évoquée par rapport au télétravail sur votre territoire. Et justement, parmi les intervenants, j'ai souhaité donner la parole à Véronique Franck Manfredo, qui est déléguée à l'innovation en charge des ressources humaines et chef de projet télétravail de la ville de Paris, parce que vous évoquiez tout à l'heure le rôle des collectivités, mais le rôle des collectivités, c'est aussi de montrer l'exemple en matière de mise en place du télétravail pour leurs propres agents. Et à ce titre, nous allons avoir un témoignage très intéressant de Madame Franck Manfredo. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter très rapidement la démarche de la ville de Paris en matière de télétravail. Donc, nous avons démarré en 2016 sur une impulsion d'Anne Hidalgo qui souhaitait lutter contre les gaz à effet de serre, et aussi de l'élu RH de l'époque, Emmanuel Grégoire, qui souhaitait, par le télétravail, pouvoir moderniser les managers et puis la partie RH de la ville de Paris.
Alors, à la ville de Paris, il y a 56 000 agents qui sont répartis en différentes compétences propres à une commune, une grosse commune et un département. Et en gros, on avait à peu près identifié 10 000 postes télétravaillables quand on a lancé l'expérimentation. Donc, on a lancé une expérimentation sur 150 agents. Le plus gros du travail avait été de convaincre les managers que télétravailler, c'était aussi possible pour les agents et que même si les managers n'avaient pas leurs agents sous les yeux, ils travaillaient quand même. Donc, on a réussi à avancer par rapport à ça et on a déployé notre expérimentation par phase. Et on est arrivé en janvier 2020 à 2000 agents télétravailleurs en déployant par phase, comme je vous l'ai dit, et en faisant aussi pas mal de retours sur expérience et d'évaluation au fur et à mesure et auprès des agents et auprès des télétravailleurs. Donc, on est arrivé en mars 2020, au moment du premier confinement, avec quand même une collectivité qui avait déjà pas mal réfléchi sur ce que pouvait être le télétravail. On avait commencé aussi à réfléchir sur la possibilité de travailler dans des tiers-lieux, mais on en était vraiment à l'état d'ébauche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier confinement? Comme tout le monde, on s'est retrouvé contraint de télétravailler 5 jours sur 5, avec un travail à distance pour 12 000 agents, volontaires ou non, et dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions. N'empêche que ce qu'on avait déjà commencé à mettre en place nous a quand même été utile puisqu'on avait un bon socle de télétravailleurs qui ont été quand même capables de porter pas mal les choses. Et puis là, aujourd'hui, on travaille avec les organisations syndicales pour mettre différemment, pour penser différemment le télétravail comme quelque chose de plus souple, de moins contraint, parce qu'il fallait une convention, il fallait être très organisé et très structuré lorsqu'on a lancé notre expérimentation. Et donc là, on réfléchit à plus de souplesse, à un temps de travail moins contraint aussi, puisqu'à l'époque, on avait envisagé que le temps était fixe en télétravail, alors qu'on se rend compte que on travaille autant, voire plus pendant les périodes de télétravail. Et puis, ce qui est intéressant et qui est tout à fait lié à nos propos d'aujourd'hui, c'est qu'en mai 2020, il y a eu un vœu du Conseil de Paris souhaitant que l'on développe des espaces de coworking, des tiers-lieux, de manière à ce que les agents en télétravail puissent être moins contraints chez eux, mieux installés, mieux équipés. Beaucoup travaillent dans des zones blanches où ils captent pas très bien Internet. Donc voilà, on nous a donné des missions et un mandat de négociation pour travailler avec d'autres collectivités publiques sous forme de partenariat pour travailler ensemble sur le partage d'espaces de coworking ou de tiers-lieux. Et voilà, moi je me lance avec la mission de la métropole du Grand Paris sur ce grand projet-là qui est particulièrement attendu et extrêmement intéressant pour tout ce que ça va pouvoir nous apporter de plus. Et aujourd'hui, il y a environ 10 000 télétravailleurs encore en télétravail, alors 2, 3 jours par semaine, 4 jours, ça dépend un peu des circonstances. Voilà ce que je voulais dire. Merci. En tout cas, justement, j'avais une première question et j'en profite pour dire qu'on va avoir un temps de questions-réponses après l'intervention de Lorraine. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez d'ores et déjà fait un travail de géolocalisation de vos agents pour identifier plus facilement des lieux, des espaces qui pourraient justement les accueillir, voir un peu quel était le barycentre de la concentration, de la localisation de l'habitat de vos agents? Alors, je vais vous répondre, ça va pas vous faire plaisir, oui et non. Oui, c'est-à-dire quand on avait nos 2000 télétravailleurs qui étaient inscrits de manière officielle et autres, on a bien entendu fait une cartographie. On avait réfléchi aussi avec l'Association des maires ruraux de France, on avait localisé des poches
de télétravailleurs, parce qu'évidemment, le grand principe, c'est que les télétravailleurs n'aient pas à faire de la route en voiture ou des déplacements importants, trop importants pour pouvoir télétravailler dans les tiers-lieux. Donc, à l'époque où on avait nos 2000 télétravailleurs, on avait une cartographie qui était extrêmement bien faite. Là, aujourd'hui, comme on démarre avec notre panel de 10 000 télétravailleurs, il faut repasser par le repérage de tous ces télétravailleurs et puis évidemment leur cartographie. Mais vous avez raison, c'est un passage absolument obligatoire. Donc, bon, dans tous les cas, statistiquement, sur les 10 000, on peut espérer qu'il y en ait qui habitent dans le Val d'Isère, Val-de-Seine. Donc, bien sûr, oui, oui. De toute façon, il y a à la ville de Paris, la particularité, c'est qu'il y a quand même plus de monde qui habite hors Paris que dans Paris. Et même les Parisiens, évidemment, sont intéressés par le télétravail, mais il y a beaucoup d'agents qui sont intéressés pour télétravailler à proximité de chez eux, en petite, grande couronne, voire en province. Et évidemment aussi sur près des nœuds ferroviaires ou des grands intersections, interconnexions de métro, de RER. Ça, c'est sûr. En tout cas, on aura l'occasion de reparler du pourquoi le cheminement du télétravail à domicile versus télétravail dans les tiers-lieux. Peut-être quelques mots déjà, et on reviendra sur ce point-là. Qu'est-ce qui pousserait le fait que vous utilisiez des tiers-lieux? Vous avez évoqué tout à l'heure de l'accès à la fibre. Il y avait une question aussi d'équité sociale, peut-être, pour ceux qui n'avaient pas… Bien sûr. Déjà, quand on n'avait que nos 2000 télétravailleurs, on savait qu'il y avait des agents qui n'étaient pas bien installés chez eux, mal équipés, parce que dans des logements trop petits, mal équipés par rapport à la connexion Internet. Et puis, au bout de 3 ans d'expérimentation de télétravail, donc fin 2019, les agents, et on en avait discuté en CHSCT devant les organisations syndicales, les agents commençaient déjà à ressentir une forme d'isolement et souhaitaient tout à fait et très volontiers reconstruire du lien social dans ces espaces de tiers-lieux et de coworking. Donc ça, c'était avant le confinement. Inutile de vous dire que pendant le confinement et aujourd'hui encore, ça se pose énormément et c'est vraiment ce sont les raisons pour lesquelles on souhaite développer le télétravail en tiers-lieu ou en espace de coworking. Très bien, en tout cas, merci pour ce témoignage et ça va dans le sens de ce que va nous présenter Stéphane Théry. Donc au niveau effectivement de toute cette réflexion autour de l'innovation sociale. Stéphane, donc tu as consacré beaucoup de temps dans la construction de ce label que je vais te laisser nous présenter. Merci à toi, Dominique. Alors effectivement, déjà, je te remercie déjà de me laisser la possibilité de rendre visible ce label cet après-midi, et puis d'autant plus que tu as fait partie des experts qui sont venus alimenter justement le référentiel qui a constitué ce label. Alors, sans tout de suite vouloir rentrer dans les détails, l'idée c'est de vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, parce que ce label étant innovant, il a malgré tout un début d'histoire bien avant le Covid. Parce qu'on a initié l'action en septembre 2018 avec l'idée, de par notre ADN, étant nous un groupe qui, depuis plus de 20 ans, certifie les compétences des personnes qui travaillent à domicile et qui n'ont pas de formation diplômante. Donc je pense notamment aux personnes comme les auxiliaires de vie, femmes de ménage, gardes d'enfants. Donc aujourd'hui, notre groupe, c'est à peu près 75 000 personnes formées et à peu près la moitié de personnes certifiées. Et donc là, l'idée en 2017 même, qui avait été commencée de vouloir rendre visible le télétravail à domicile, a donné naissance à se dire, mais finalement, ça serait bien de rendre avant tout visible les structures qui ont déjà mis en place le télétravail, et ce, en respectant je dirais une bonne pratique et une bienveillance, on va dire. Donc ces travaux ont été conduits donc en septembre avec une équipe d'experts que j'ai été un peu sollicité de part et d'autre avec des thématiques juridiques, RH, ergonomes, digital et effectivement expérience tiers-lieu, qui a conduit effectivement au bout de 2 ans de travaux à la naissance d'un référentiel de labellisation qui comporte à peu près 90 pages, dont 50 pages techniques,
avec comment dirais-je, un sommaire de 9 thématiques d'engagement, avec pour objectif principal, c'est que l'entreprise qui aura su déployer le télétravail au regard du label devra respecter l'équilibre entre la performance attendue de l'entreprise et la qualité de vie des télétravailleurs. Ça, c'est le préambule de départ, avec effectivement un certain nombre d'engagements sur des thématiques stratégiques, déploiement des communications du télétravail, sur l'aspect juridique, bien évidemment, en sachant que le juridique, on laisse ça aux mains des avocats, ils auront toute la casquette et la légitimité pour le faire. La condition d'accès au passage du télétravail, le management et son organisation, l'accompagnement au changement, l'environnement et le SI avec l'amélioration continue. Voilà les 9 engagements. Je ne vais pas rentrer dans le détail cet après-midi, ce n'est pas l'objet. L'idée, c'est de se dire que ce label doit permettre de rendre visible justement toutes les structures qui ont su mettre en place le télétravail avec des bonnes pratiques. Ça ne veut pas dire qu'on a recensé toutes les bonnes pratiques, mais en tout cas, on en a recensé un certain nombre qui permet de conduire à ce référentiel. Donc, ce référentiel rend visible les structures par une volonté de vouloir, pour certaines, augmenter sa marque employeur, parce qu'on sait que notamment en recrutement, le salaire n'est plus je dirais, un moyen à lui seul de pouvoir aller chercher des profils un petit peu particuliers. Donc, on sait que le télétravail va faire partie intégrante du cahier des charges. C'est également une manière aussi d'améliorer sa démarche RSE. C'est également une manière aussi de pouvoir améliorer l'aspect sécurité et santé des télétravailleurs. Et on demande aussi à ce qu'il y ait une amélioration des process en continu, parce que notre label demande à ce que les entreprises puissent mettre en place des outils de pilotage et de suivi pour voir si effectivement ce qui a été mis en place correspond bien aux attentes de l'ensemble des parties prenantes. Alors, pour que ce label puisse vivre, je rappelle donc son nom, c'est WeWo Work-in, Work-out. Ce label a aussi vocation de pouvoir être sur plusieurs grades selon l'antériorité et la maturité de l'entreprise. Ce qui va permettre à chacune d'entreprise de s'inscrire dans une démarche justement de vouloir mettre en place au fur et à mesure du temps des actions pour aller chercher le Graal le plus haut placé. Et si vous me permettez, je vais essayer de vous faire partager juste un petit document qui permettrait de mettre ça en visibilité si j'y arrive. Est-ce que je peux vous faire partager ce document? Normalement, oui. Vous le voyez? Il doit apparaître normalement. Il apparaît, voilà. Il apparaît. Alors, c'est juste un petit fascicule qui permet de voir rapidement qu'au niveau du label, on a donc un niveau standard, premium, master, expert. On n'en voit qu'une partie là. On n'en voit qu'une partie. On voit que la partie basse, il y a un problème d'affichage. Au niveau de ton écran, on voit que les ambitions, voilà, là c'est mieux, mais il y a un problème de calage. Ouais, il y a un problème de calage, ouais. Alors là, c'est de passer en plein écran. Est-ce que je pourrais faire affichage? Bon. Est-ce que vous voyez mieux là? En tout cas, moi j'ai une bande floue. Non, ça. Bon. Ah, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ouais, c'était mieux quand les. Bon, de toute façon, l'idée, c'est que j'essaie de faire le son et l'image. Voilà, ne bouge plus, c'est bien là. Bon, Voilà. L'idée, c'est que vous puissiez voir que sur ce flyer, on a donc des niveaux de label qui va permettre à chacune de pouvoir s'engager dans une démarche de labellisation suivant sa maturité. Il est entendu que ce label s'adresse à toutes les structures privées, que ce soit de 2 personnes jusqu'à, in fine, un groupe du CAC 40. Il n'a pas pour vertu de flécher les sociétés qui ont plus d'argent que d'autres. Hein, c'est absolument pas du tout le cas. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer l'antériorité et les bonnes pratiques. Alors, pour finir sur ce label, vous avez 3 entreprises qui ont été nouvellement labellisées et qui ont participé justement à cette phase de bêta-test. Vous avez Orange, HP et Dinergy. Donc HP et Dinergy, je ne vais pas les présenter, vous les connaissez autant que moi. Dinergy étant une petite entreprise de proximité lyonnaise dans le conseil en financement de l'innovation. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce label vient de naître sur ce début d'année. Il a pour objectif d'être aussi associé à une certification de compétences
pour les télétravailleurs et managers qui seraient donc collaborateurs de la société labellisée. Alors après, c'est l'autorité de l'entreprise qui décidera si elle veut certifier ou pas ses collaborateurs. Mais au moment où je vous parle, nous sommes en train de déposer le référentiel de compétences au RNCP de telle manière à ce que chaque individu demain puisse aller demander une certification par le biais du CPF de façon autonome et individuelle. Donc voilà, donc demain en résumé, vous avez un outil qui va pouvoir rendre visible l'entièreté des entreprises qui veulent mettre en place et en valeur les bienfaits du télétravail au sein de leur structure. Et puis également donc une certification des collaborateurs pour dire que finalement c'est pas inné, que ça nécessite du savoir-être et du savoir-faire, et que de ce fait, on va pouvoir aussi flécher ces individus. Okay. Très bien, merci Stéphane. Donc là, tu es figé, voilà, ton image est figée, donc je pense que tu as un problème de connexion. Voilà. Alors je vais peut-être enlever mon diaporama. Voilà, ok, donc c'est bon, on te voyait figé. D'accord. En tout cas, bon, on a bien compris l'intérêt de ce label, notamment pour renforcer la marque employeur. Il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont été amenées à faire du télétravail, à pratiquer le télétravail, à mettre en place l'organisation basée sur le télétravail, mais de façon un peu contrainte et sans y avoir forcément enfin, sans y avoir sans avoir mené des réflexions préalables et surtout la démarche construite, comme tu l'as évoqué. On a souhaité cet après-midi à la fois aborder certes le télétravail, mais il y a eu beaucoup de thématiques, beaucoup de conférences sur le télétravail, l'intérêt du télétravail. On a souhaité vraiment faire un focus plus spécifique sur les tiers-lieux. Et tout à l'heure, Véronique a pu nous évoquer ce cheminement qui est passé du télétravail à domicile vers la réflexion sur les télétravails dans les tiers-lieux. Une réflexion que nous, on a forcément conduite au sein de Relais d'entreprise, qui, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, mais la plupart nous connaissent, mais qui déployons depuis un peu plus de 10 ans maintenant des espaces de télétravail en milieu rural et périurbain pour justement permettre de s'affranchir d'une mobilité subie sans pour autant télétravailler à domicile. Ce qui fait que face à la réticence qu'on observait pendant plusieurs années, on a décidé, et Lorraine va pouvoir l'évoquer, d'engager une grande enquête nationale qui a été menée fin 2019, début 2020, donc juste avant la pandémie, pour mesurer quelle était la valeur ajoutée d'un tiers-lieu par rapport au domicile lorsqu'il s'agit de télétravailler. Lorraine, je vous laisse vous présenter et évoquer les résultats de cette étude. On a perdu Lorraine. Alors, vous m'entendez toujours? Oui? Moi, je vous entends, oui. Oui, oui. Ah, aussi. Bon, tout le monde nous entend, mais on a perdu Lorraine. Bon. Pourtant, elle est dans le bureau d'à côté. Donc je ne sais pas où. Est-ce qu'elle est toujours connectée parmi nous? Alors, on va aviser. C'est bon, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est bon, Lorraine. Ouais, J'allais venir vous chercher. Non, mais je sais pas, la connexion n'est pas bon. Je ne comprends pas. En plus, j'essaie de partager mon écran pour vous présenter. Alors, partager. Toujours pas. Bon, en tout cas, on vous entend bien. C'est déjà bien. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ça a l'air de vouloir arriver, non? Ah! Oui, c'est bon. Et comme ça, super. Ouais. Bon, très bien. Après, je ne sais pas si au niveau de la vidéo, enfin de la caméra, on me voit. Bon, tant pis. Non, on voit que voilà. Bon, très bien. Bon, je peux commencer alors. Donc oui, effectivement, je vais peut-être me présenter. Moi, je suis Lorraine Baceredo. Je travaille chez Relais d'entreprise en tant que chargée d'études, mais j'ai aussi une autre facette. Je suis doctorante CIFRE
C'est-à-dire que je travaille à la fois pour une entreprise et je travaille pour le laboratoire du LISTOSIU à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Donc voilà pour les présentations. Nous avons effectivement mené une enquête nationale de novembre 2019 à février 2020, donc peu avant la crise sanitaire, dont le principal objectif était de déterminer la valeur ajoutée d'un tiers-lieu au regard des télétravailleurs salariés fréquentant ce type d'espace, mais aussi vis-à-vis des responsables ressources humaines et managers ayant autorisé cette pratique, que ce soit à domicile ou un tiers-lieu pour leurs salariés. Donc, dans un premier temps, cette enquête elle visait à identifier les différents types de profils de salariés qui se rendaient dans ces espaces, comment se caractérisait leur mobilité pendulaire, quelles étaient les conditions de mise en œuvre du télétravail par leur hiérarchie, bien les motifs et conditions d'utilisation d'un tiers-lieu. Et dans un deuxième temps, cette enquête elle devait permettre de repérer les potentiels changements observés par les télétravailleurs salariés depuis qu'ils se rendaient dans un tiers-lieu, que ce soit en termes de qualité de vie au travail ou encore dans leur vie quotidienne. Et ces changements ils pouvaient être observés à la suite ou non d'une pratique du télétravail à domicile. Et en parallèle, comme je vous le disais, on a interrogé les responsables RH et managers dans le but d'identifier les différents types de profils d'entreprises ayant mis en place cette pratique, mais aussi visant à connaître spécifiquement leurs freins et leur intérêt à développer le télétravail, que ce soit à domicile ou dans un tiers-lieu. Donc, au terme de ces 4 mois d'enquête, on a obtenu 128 répondants, dont 79 télétravailleurs salariés et 49 responsables RH et managers, dont les 2 tiers représentaient une structure appartenant au secteur tertiaire et dont la moitié était localisée dans le département de la Haute-Garonne. Si on s'intéresse un petit peu rapidement au profil des répondants, on en a un peu plus de la moitié qui sont de sexe masculin. On en avait aussi un petit peu plus de la moitié qui se situe dans la tranche d'âge des 50-64 ans. Et au niveau de leur situation familiale, la moitié était en couple avec enfants, alors que les célibataires sans enfants représentaient 16,6%. Si on s'intéresse maintenant à leur mobilité pendulaire, plus de 55% des répondants mettaient 30 minutes et plus pour rejoindre leur lieu de travail, dont la moitié mettait presque plus d'1 heure. Et ces temps de déplacement des salariés, ils sont légèrement plus élevés que les distances parcourues. Et en fait, ils dépendent du mode de transport utilisé, puisqu'on avait plus de 66% des répondants qui utilisaient leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail. Donc, par conséquent, ce temps de déplacement, il pouvait varier selon le trafic routier, notamment pendant les heures de pointe. À côté de ça, on avait plus de la moitié des répondants qui résidaient sur un territoire dit urbain, voire métropolitain. Et à l'inverse, on avait plus de 33% des répondants qui résidaient sur un territoire rural et ou périurbain. Donc, en fait, on avait une plus grande proportion d'urbains qui pratiquaient le télétravail dans un tiers-lieu. Autrement dit, le profil de territoire de résidence n'était pas significatif, en tout cas dans le cadre de cette enquête, dans l'usage du télétravail en tiers-lieu, mais bien les temps de déplacement domicile-travail prolongés des salariés. À noter, et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a constaté que 28,5% des télétravailleurs qui se rendaient en voiture sur leur lieu de travail avaient désormais recours aux mobilités douces pour rejoindre leur tiers-lieu. Maintenant, au niveau des conditions de mise en œuvre du télétravail, on avait 47% des télétravailleurs salariés qui se sont d'abord rendus, qui ont d'abord pratiqué le télétravail à domicile et représentaient 47%. Et on en a 53% qui ne sont pas passés par la case domicile, qui se sont directement rendus dans un tiers-lieu. Alors, ceux qui sont passés d'abord par le domicile, on va les appeler les anciens télétravailleurs du domicile. Et ceux qui sont allés directement dans un tiers-lieu, on les appellera les nouveaux télétravailleurs. Dans tous les cas, la démarche de télétravailler depuis un tiers-lieu, c'est une démarche qui est proposée en majorité par le salarié lui-même, puisqu'on avait plus de 88,8% des anciens télétravailleurs du domicile qui en ont fait la demande à leur employeur et 63,6% des nouveaux télétravailleurs. Et ces chiffres-là, ils viennent confirmer en fait la tendance que les structures ont tendance à privilégier en fait
le domicile comme lieu de télétravail. Et effectivement, en interrogeant les responsables RH et managers dans le cadre de cette enquête, 77,7% d'entre eux affirmaient favoriser le télétravail depuis le domicile des salariés. Et en fait, 73% d'entre eux disaient que l'utilisation d'un tiers-lieu se justifie à partir de 3 jours de télétravail par semaine. Quoi qu'il en soit, le fait de télétravailler depuis un tiers-lieu est une démarche récente, puisque 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et plus de 72% des nouveaux télétravailleurs télétravaillaient depuis moins d'1 an. Et parmi les éléments qui ont poussé ces télétravailleurs salariés à se rendre dans un tiers-lieu, le premier est le fait de mieux distinguer vie professionnelle et vie personnelle. Le deuxième élément, et on en a parlé précédemment, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'une connexion à Internet de meilleure qualité. Effectivement, tous les salariés ne sont pas égaux devant l'usage des TIC. Et à ce sujet, 38% des responsables RH et managers qui ont été interrogés et qui privilégient le télétravail à domicile estiment qu'une mauvaise connexion à Internet est un frein à la pratique du télétravail à domicile. Le troisième élément, c'est le sentiment d'isolement au domicile qui peut être prégnant pour certains salariés en télétravail. Et d'ailleurs, 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et 63,6% des nouveaux télétravailleurs affirment utiliser un tiers-lieu dans le but de se sentir moins seul. Et enfin, le quatrième élément, et qui là concerne uniquement les anciens télétravailleurs du domicile, c'est le fait que leur employeur ait pris en charge en totalité ou en partie le loyer de leur poste de travail pour 66,6% d'entre eux. Au niveau des motifs et conditions d'utilisation d'un tiers-lieu, et si on s'intéresse uniquement là aux anciens télétravailleurs du domicile, ce profil-là se rendait 2 jours par semaine dans un tiers-lieu, c'était des jours fixes. Pour un tiers d'entre eux, c'est eux-mêmes qui prenaient en charge le coût de leur poste de travail. Pour l'autre tiers, il s'agissait de leur employeur, et le dernier tiers restant, il s'agissait d'une combinaison entre salariés et employeurs. Et effectivement, 52,4% des responsables RH et managers qui privilégient le télétravail à domicile estimaient que la prise en charge du loyer était clairement un frein à la pratique du télétravail dans un tiers-lieu. En revanche, si on s'intéresse aux nouveaux télétravailleurs, la fréquence d'utilisation était quant à elle très variable. Elle pouvait se faire de manière occasionnelle à 3 jours de télétravail par semaine. Pour plus de la moitié d'entre eux, c'est leur employeur qui prenait en charge leur poste de travail. Et ce qui est intéressant là, de manière générale, c'est que d'un point de vue confidentialité, tranquillité, sécurisation des données, on aurait pu supposer que le bureau individuel fermé soit essentiellement utilisé par les télétravailleurs salariés. Or, une plus grande proportion d'anciens télétravailleurs et de nouveaux télétravailleurs disposaient d'un poste de travail en open space lorsqu'ils se rendaient dans un tiers-lieu. Et en fait, ce constat il peut s'expliquer d'une part par le fait que tous les tiers-lieux ne disposent pas d'un bureau individuel fermé, mais aussi parce que le coût d'un poste de travail dans un open space est moins élevé que le coût d'un bureau individuel. Maintenant, si on s'attarde sur les changements observés par les télétravailleurs salariés au niveau de leur qualité de vie au travail, on a tous les anciens télétravailleurs du domicile et un peu plus de 62% des nouveaux télétravailleurs qui ont observé des changements, notamment au niveau de la productivité. Ils estiment qu'ils ont une meilleure productivité, une meilleure organisation personnelle. 57% d'entre eux pensent mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Et cette hausse d'efficacité dans le travail est pour 34% des responsables RH et managers une mesure qui peut être envisagée pour compenser le coût du loyer dans un tiers-lieu. Au niveau de leur rapport à leur supérieur, à leur employeur, plus de 66% des anciens télétravailleurs du domicile n'ont pas forcément observé de changement, alors que ce constat est beaucoup plus nuancé pour les nouveaux télétravailleurs, notamment pour 37,5% d'entre eux, qui se sentent mieux encadrés et ils ont l'impression de susciter moins de suspicion. Et enfin, et là c'est pour l'ensemble des répondants, pour plus de 60% d'entre eux, la présence d'autres utilisateurs dans le tiers-lieu est clairement bénéfique pour eux.
Et pour terminer cette présentation, au niveau des changements observés dans la vie quotidienne des répondants, des télétravailleurs salariés, on a 66,6% des anciens télétravailleurs du domicile et 75% des nouveaux télétravailleurs qui affirment prendre leur repas du midi lorsqu'ils se rendent dans un tiers-lieu. Un tiers des anciens télétravailleurs du domicile et un tiers des nouveaux télétravailleurs disent même se rendre également dans un restaurant, en tout cas se rendaient, vu qu'aujourd'hui les restaurants sont fermés, se rendaient dans un restaurant à proximité du tiers-lieu. Pour plus de 66% des anciens télétravailleurs du domicile, ils font systématiquement leurs courses sur le territoire d'implantation du tiers-lieu, contre 55% des nouveaux télétravailleurs qui vont les faire de temps en temps. Et enfin, tous les anciens télétravailleurs du domicile, ainsi que la moitié des nouveaux télétravailleurs, utilisent de temps en temps les équipements et services présents sur le territoire d'implantation du tiers-lieu. Voilà pour la présentation des résultats de cette enquête qui mériterait d'être actualisée, notamment au vu de la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd'hui et qui a complètement chamboulé nos pratiques et modes d'organisation du travail. Voilà. Dominique ? Merci Lorraine, merci. Donc ce que je vous propose, avant de laisser la parole à Catherine d'EDF qui nous évoquera justement la pratique du télétravail au sein d'EDF, mais surtout la pratique du télétravail dans des tiers-lieux internes à EDF, peut-être prendre quelques questions. Voilà, est-ce que vous avez déjà envie d'interagir par rapport aux précédents intervenants? Voilà, ça permet aussi de faire une petite pause aussi et de voir effectivement si vous avez déjà à ce stade envie d'aborder quelques thèmes spécifiques avant qu'on poursuive avec les autres intervenants. Ou sinon, on peut garder tout à fait les questions à la fin et rentrer dans le débat. Voilà. Donc, si je vois personne lever la main ou prendre la parole. Si, Véronique. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour souligner l'extrême intérêt que j'ai sur cette étude que vous venez de nous décliner et qui est parfaitement intéressante et qui permet de mettre des chiffres sur des intuitions que nous avions. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que Lorraine sera contente. Merci. Oui, je suis ravie, effectivement. Et c'est vrai qu'en vous écoutant tout à l'heure, votre discours et les chiffres que j'ai là à travers l'enquête qui a été menée concordent tout à fait. Et d'autant plus que c'est une enquête qui a été menée avant la crise du Covid, donc ça a vraiment tout son sens. Voilà, donc je suis satisfaite et ça ne fait que confirmer nos actions aujourd'hui. Voilà. C'est très intéressant et c'est vrai que nous, quand on a fait nos enquêtes auprès de nos télétravailleurs, là, j'ai oublié de vous parler de ça, justement, de la séparation vie privée, vie professionnelle. C'est ce qui est sorti. On a fait une enquête après le premier confinement et c'est sorti, mais de manière extrême. Et là, c'est vraiment un gros atout aussi des tiers-lieux. On pourra vous adresser les planches que Lorraine vous a commentées, donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à en faire la demande. En tout cas, on vous l'enverra. En tout cas, belle transition pour laisser la parole à Catherine pour justement qu'elle nous évoque cette expérimentation engagée bien avant le Covid aussi au sein d'EDF, une démarche appelée Welcome. Catherine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Donc, je suis aussi, Lorraine, je voulais vous remercier. Et puis, Véronique, je suis très intéressée parce qu'en fait, finalement, on est sur des sujets qui sont assez novateurs. Le télétravail, il y a encore quelques années, tout le monde souriait quand on évoquait le télétravail. Alors, certes, il y a une crise sanitaire qui nous a rattrapés. Mais voilà, c'est très intéressant de voir que les uns les autres, on a des intuitions, des expérimentations qui nous montrent qu'on est dans la bonne voie, qui amènent des résultats.
et qui nous conforte en fait dans ce que nous avons engagé les uns et les autres. Alors, le groupe EDF pour la région Île-de-France, c'est juste quelques chiffres parce que je pense qu'on est sur des sujets où le sens, les enjeux sont aussi importants. C'est pourquoi est-ce qu'on met en place ces démarches-là et comprendre pourquoi on les met en place, ça nous renvoie à quels moyens, enfin voilà, quel objectif on servait et qu'est-ce qu'on s'est donné comme moyen pour les réussir. Le groupe EDF en Île-de-France, c'est 30 000 salariés. On a un peu plus de 150 implantations et 920 000 mètres carrés de bureaux. Donc, vous voyez, on est vraiment répartis, donc c'est quand même beaucoup de salariés, répartis sur l'ensemble du territoire. Et pour autant, la vie fait que nos salariés n'habitent pas toujours à proximité de leur site, ou si ça a été le cas à un moment, comme on déménage quand même beaucoup et qu'on se restructure un peu en permanence, il peut arriver qu'à un moment, on était proche de son travail et que son lieu de travail s'éloigne. Et donc, en 2016, 2015, on a négocié, comme Véronique, un accord télétravail à EDF. On avait de fortes attentes des salariés franciliens, mais global, c'est un accord national, et de fortes attentes également des fédérations syndicales, avec des freins managériaux, en tout cas un gros doute. C'est un accord qui a été signé à l'unanimité en février 2016, et dans ce qui nous a guidés, je retrouve beaucoup de choses que Lorraine vous présentiez, c'est bien-être du salarié et performance, c'est-à-dire sa performance au travail, évidemment moins de fatigue, parce que moins de déplacements. Nous, évidemment, en tant qu'énergéticiens, il y avait les enjeux de déplacement, de carbone. Donc, c'était aussi en faire un levier d'exemplarité en termes de soit mobilité durable, soit tout simplement absence de mobilité, des enjeux de santé. Ce que je retiens, c'est le nécessaire accompagnement qu'il faut réaliser, c'est-à-dire accompagner les salariés. Nous, ça a été très structuré et pour ceux intéressés, c'est des choses que je peux évidemment transmettre sur l'accompagnement du management, l'accompagnement des salariés, avec des questionnaires en amont sur mais est-ce que mon activité permet de télétravailler ? Est-ce que ma maison, est-ce que à la maison, comment est-ce que je m'installe ? Comment est-ce que je me connais ? Est-ce que je suis capable de travailler seule ? Comment ça se passe ? Sachant qu'on était sur 1 jour de télétravail. Et on a des retours extrêmement positifs. Et pour faire en écho un peu à la logique de tiers-lieu, c'est des questions sphère individuelle et personnelle. Effectivement, peut-être un meilleur quel est mon travail, mon rapport au travail, ma capacité d'autonomie. La dimension avec la relation salarié-manager, comment ça se passe quand on n'est pas à proximité. Puis une troisième dimension qui est tout aussi importante, c'est celle de l'équipe. Donc voilà, on a eu l'impression d'être un peu pionnier sur les sujets, avec quand même de fortes réserves qui demeuraient. C'était pas simple, sans caricaturer et dire j'ai envie de télétravail. Alors, il fallait un peu le justifier, il y avait quand même des freins à lever. Et puis en 2018, dans la continuité de cette expérimentation, on a tenté un projet qui s'appelle Welcome. Alors là, Dominique, c'est vrai pour les raisons que j'évoquais, de nombreux sites et de superficies, c'est vrai qu'on n'a pas été vers des tiers-lieux que personnellement et que beaucoup nous trouvent très très intéressants parce qu'on avait déjà un parc immobilier disponible avec des capacités d'accueil. Mais il y a vous nous le direz, je pense qu'il y a de grandes ressemblances. C'est la même chose finalement. C'est un tiers-lieu, mais sur un site de travail, un site de l'entreprise. Donc c'est une expérimentation qu'on a développée, initiée en 2018, pour la déployer en 2019. Et puis malheureusement, vous vous en doutez, on a arrêté en mars 2020. La proposition qui était faite là, c'était de dire 1 ou 2 jours par semaine, d'aller travailler sur un site EDF qui est à proximité de son domicile. Et dans ce que nous disaient les personnes intéressées, c'était soit je ne peux pas travailler à mon domicile, soit je pourrais y travailler, mais moi je préfère aller travailler dans un environnement professionnel. Et là aussi, il y a eu un accompagnement avec une convention, un accompagnement par le manager, mais un accompagnement du manager. On a mis en place une plateforme sur laquelle les salariés s'inscrivent pour aller sur leur site et réserver leur place. Et puis, on a 2 types de dispositifs. On a soit des bureaux qui sont dédiés à l'accueil Welcome, soit des places qui sont au sein des équipes de travail avec un petit fanion en Welcome. Le premier jour, le salarié est accueilli, et puis après, il se débrouille. Quand il a sa place, il y va. Dans le conclusion, dans le REC, ce qu'on peut faire, c'est effectivement moins de stress,
pour les salariés du fait d'un évitement de temps de trajet, de la fatigue liée au transport. Un gain de temps dans l'équilibre vie privée-vie professionnelle qui se retrouve du coup aussi au travail, en disponibilité, en performance, en sérénité. Évidemment sur les enjeux de moins de carbone liés à moindre déplacement. Et puis, je crois que la principale différence par rapport au télétravail, c'est le lien social qui est préservé, le fait d'être dans une équipe et de pouvoir échanger. Donc, par rapport au tiers-lieu, il me semble qu'on y retrouve les enjeux de proximité de son domicile, de lien social. Le tiers-lieu, Dominique, moi j'y vois évidemment ce qu'on ne voit pas nous, mais la conviction que sur des territoires, c'est l'activité économique, c'est aussi une vie de quartier avec des commerçants, et on le vit aujourd'hui. Le fait d'avoir été confiné, on sait qu'il y a des quartiers parisiens ou en proximité, en périphérie, qui ont été désertés par les salariés, qui étaient tout simplement chez eux. Et puis, à titre un peu plus personnel, dans ce que j'ai entendu et dans ce que j'ai vu, je pense que ça répond à un besoin de calme et de concentration pour travailler, mais aussi aux besoins des autres. C'est-à-dire que si le calme et la concentration, on peut l'avoir chez soi, encore que pas forcément toujours, ça répond vraiment fondamentalement, je pense, le tiers-lieu ou nous, Welcome, qui est un tiers-lieu dans l'entreprise, au besoin d'être avec les autres. Oui, vous avez raison d'avoir insisté sur la qualité des connexions Internet. Je pense que ça finit par être le premier critère maintenant quand les gens visitent des appartements. On nous le dit, mais qu'en est-il de la connexion? Ce qu'on n'avait pas forcément avant. Et puis, j'y vois deux choses qu'on entend moins, mais qui, moi, me paraissent tellement importantes. C'est la créativité. C'est-à-dire que je suis convaincue que quand on travaille, changer d'environnement, changer de collègues, c'est aussi parler de son activité, questionner des gens sur ce qu'on est en train de faire, ou les entendre parler de leur activité, c'est une vraie richesse. C'est source d'épanouissement et c'est source d'une créativité encore plus forte pour soi et d'une plus grande performance sur les projets sur lesquels on est amené à travailler. Et je pense que ça soit Welcome ou a fortiori tiers-lieu pour des PME, TPE, pour des personnes qui créent leur entreprise, on a aussi besoin de cette créativité partagée et puis du réseau aussi, tout simplement. C'est une forme de solidarité entre acteurs qui ont un projet, un projet de développement sur un territoire, et c'est en vivant dans le quartier et dans le territoire qu'on est encore meilleur. Voilà, j'espère pas avoir été trop longue. Non, mais en tout cas, c'est une belle illustration, une confirmation aussi de ce qu'on vient d'entendre par rapport à tout l'intérêt à la fois de télétravailler et puis cette notion de tiers-lieu que vous avez vécu en interne avec Welcome. C'est vrai que moi j'ai noté, et c'était pas forcément quelque chose qu'on avait entendu jusqu'à présent, cette notion de créativité. Et vous avez tout à fait raison, le fait de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir ne serait-ce que présenter son activité, ça génère des interactions et qui peuvent donner des bonnes idées qui sont utiles aussi pour l'entreprise. Mais c'est une vision que malheureusement toutes les entreprises n'ont pas. On a aussi, nous, la remarque inverse, que l'utilisation d'un tiers-lieu peut générer des fuites d'informations. Voilà, donc ça dépend effectivement C'est vrai, ça dépend de l'activité qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a des projets, effectivement, peut-être plus. Quand on travaille sur certains projets stratégiques, il est clair que c'est plus difficile d'en parler, mais je crois que sur le nombre de salariés que nous représentons, assez peu sont finalement sur des sujets éminemment stratégiques et sensibles qui supposent de ne pas pouvoir y partager. L'autre frein pour les entreprises, je pense que c'est l'investissement. C'est que ça dépend aussi des locaux qu'on a et du coup, entre guillemets, d'aller. Mais je suis aussi convaincue que la crise qu'on est en train de vivre va re-questionner. Beaucoup de gens ne voudront plus rester chez eux pour travailler. Non, c'est clair. On aura besoin de recréer du lien et les tiers-lieux seront de fait plébiscités. Justement, belle transition pour laisser la parole à Baptiste, qui est cofondateur de Néonomade, qui est à la fois une plateforme de réservation d'espace, mais pas que. Néonomade, LBMG, est un des pionniers, si ce n'est le pionnier, dans la question, autour du questionnement, autour du télétravail, des nouvelles façons de travailler. Baptiste, tu présenteras Néonomade et LBMG bien mieux que moi, donc je te laisse la parole. Oui, merci Dominique. Bonjour à tous. Donc oui, Baptiste Bretal, moi je suis donc le cofondateur de Néonomade. Je vais juste partager mon écran très rapidement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien.
Ça va arriver, je pense. Toujours un petit décalage, mais on a à peu près résolu tous les problèmes techniques. Ouais. Une dose de problèmes techniques. C'est bon ou pas? Non, pas encore, mais ça a l'air de vouloir arriver. Donc, Ok. Donc oui, pour introduire rapidement, donc nous, effectivement, comme dit Dominique, on est des pionniers, d'être passionnés par ce sujet depuis quasi son origine. Donc on a travaillé il y a 10 ans, depuis 10 ans, donc sur le sujet plutôt au départ comme une entreprise de conseil, accompagner une centaine d'entreprises sur la problématique du télétravail avant Covid. Et puis là, en ce moment, on s'est remis un petit peu sur le pont de ce sujet-là aussi. Et en parallèle, on a développé Neonomad, qui est une plateforme dont l'objectif est de donner accès au plus grand nombre aux tiers-lieux, aux espaces de coworking, et notamment des salariés d'entreprise qui seraient en télétravail ou en situation de nomadisme. Je voulais partager avec vous quelques retours qu'on a du terrain, puisqu'on est vraiment au contact d'entreprises sur ces sujets tous les jours. Est-ce que mon écran s'affiche ou pas, Dominique? oui, ça marche. Ça s'affiche. Donc, tu peux y aller. Donc, juste pour vous rappeler en 2 minutes ce qu'on fait, nous, chez Neonomad, donc on agrège l'offre la plus large possible d'espace sur une plateforme. Donc, on passe des accords avec chaque espace, petit ou grand, et nous-mêmes, nous ne sommes pas opérateurs. On est simplement le chaînon qui vient lier tous les espaces entre eux, et ensuite on propose aux utilisateurs, aux entreprises, une solution clé en main où les collaborateurs ont une sorte de crédit d'utilisation qui est ensuite utilisé dans les différents espaces, et on centralise tous les aspects de facturation contractuelle et évidemment de réservation. Donc c'est pour répondre aussi au sujet qui avait été amené au départ sur est-ce que on voit beaucoup de collaborateurs, notamment en phase Covid, prendre en charge eux-mêmes les coûts de réservation d'un coworking parce que chez eux c'est pas possible ou c'est pas idéal. Nous, l'idée c'est que on puisse déployer ça avec une prise en charge de l'entreprise de ces coûts-là. Donc on couvre un maximum du territoire. Notre but c'est vraiment d'apporter une solution à 10-15 minutes des lieux de vie et de déplacement des collaborateurs. Et pour faire ça, il faut agréger le plus grand nombre d'espaces possible. Dans certains cas, un réseau peut suffire, mais la plupart des grosses entreprises, des grosses structures avec lesquelles on travaille ont besoin d'un réseau multi-opérateur pour répondre à cette promesse du tiers-lieu du coworking en bas de chez soi. Évidemment, tout est géré sur la plateforme. Si besoin d'informations, je suis à votre dispo après le call, donc je rentre pas trop dans la solution. Juste pour vous dire qu'avant Covid, on avait déployé déjà ce sujet du tiers-lieu coworking, même si on était encore très pionnier sur le sujet chez quand même une dizaine de grands comptes, avec des super retours qui reviennent beaucoup, qui font le lien beaucoup avec ce qui a été dit dans l'étude précédemment par Lorraine. Donc voilà, j'adhère totalement au constat. Je pense qu'on est tous assez convaincus. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'apporter une solution concrète qui rend le tiers-lieu pour le collaborateur opérable et réel et clé en main voilà, pour le plus grand nombre. Quelques retours du terrain, donc de ce qu'on voit nous. Bon, évidemment, les entreprises avec lesquelles on discute au quotidien nous parlent beaucoup de frugalité ou en tout cas de réduction de coûts. Je pense qu'on est tous conscients de ça. Ce qui est intéressant, c'est que on voit vraiment un nouveau modèle se dessiner avec une réduction de la surface au siège de l'entreprise, une montée en puissance du télétravail qui a été plébiscitée par quasi 9 personnes sur 10, en tout cas dans une forme pas obligatoire, mais dans une forme choisie après Covid. Et du coup, le développement d'une demande de bureaux alternatifs. Dans les statistiques, on peut citer, il y avait une étude qui avait été faite récemment par Covivio, qui était assez intéressante, où on voyait poindre vraiment ce besoin d'une alternative, quasi une personne sur deux qui disait que télétravail, oui, 2 à 3 jours par semaine en moyenne, ce qui est quand même une progression assez forte par rapport à l'avant-Covid, mais pour la moitié d'entre eux, la possibilité de pouvoir ne pas être que au domicile. Et ça, voilà, le sujet a déjà été bien développé. Je reviens pas dessus. Ensuite, la flexibilité. Clairement, le but, c'est d'être le plus flexible possible. Le bail, je dis pas que le bail a fait son temps. Je pense qu'on va garder une partie évidemment l'immobilier sur un mode plus classique et non flexible, mais
il y a vraiment ce besoin de se dire une partie de mon empreinte immobilière doit être flexible et à la demande. Et c'est vraiment à ça que va répondre le coworking, là, plutôt d'un point de vue immobilier. Ensuite, on l'a beaucoup dit, l'interaction, les bureaux deviennent un petit peu des sortes de hubs collaboratifs dans lesquels on va venir vraiment pour collaborer, pour se voir, pour échanger, pas juste pour faire acte de présence. Ça, c'était déjà un mouvement qui était à l'œuvre, mais on le voit vraiment avec le Covid. Il y a un vrai questionnement sur le rôle du bureau et à quoi ça sert et pourquoi on y va. Nous, on est convaincus qu'on va continuer à y aller et que c'est important de garder un bureau. C'est pas la fin du bureau, mais c'est un bureau repensé pour des usages qui sont entre guillemets rationnels et plus peut-être sur des bases présentéistes qui étaient malheureusement le cas qu'on quittait avant le Covid. Et ce qu'on voit un petit peu nous sur le terrain, c'est qu'on voit plusieurs modèles se dessiner. À gauche, vous voyez une option un peu 100% bureau qui, à mon avis, va être assez rare et ça va être un peu peut-être quelques irréductibles, mais finalement, c'est quelque chose qui peut souhaitable et on voit bien que cette option-là, on va décevoir les 9 personnes sur 10 qui souhaitent continuer à télétravailler. Le 100% à distance, qui est tout à droite, va rester aussi assez rare. Il y a quelques entreprises qui ont switché en full remote après Covid, mais ça va rester une exception. Et entre les deux, des modèles un peu hybrides dans lesquels il va y avoir soit un focus plutôt côté bureau, soit plutôt côté remote. On peut prendre l'exemple de PSA, par exemple, où les annonces sont autour de 3-4 jours de télétravail quasi imposés pour les collaborateurs et un jour au bureau. Donc là, on serait sur du remote first et dans d'autres cas, plutôt un télétravail à 2 jours par semaine, plus prudent, avec un centre de gravité qui reste au bureau. Et entre les deux, des modes assez hybrides. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les entreprises vraiment définissent au cas par cas l'organisation qui va être et où on va placer le curseur entre télétravail, bureau et le coworking. Dans ce modèle-là, et les tiers-lieux ont leur place dans ces 3 modèles hybrides du milieu. Quel avenir pour le coworking et les tiers-lieux dans ce système et cette nouvelle organisation? Alors, il faut dire que on est quand même, le secteur souffre quand même beaucoup en ce moment. Là, je vous ai mis quelques stats des réservations sur Néonomade au fur et à mesure des confinements. C'est inversement proportionnel à la courbe du Covid, ça, non? Ouais, en fait, au moment où le confinement tombe, tous les espaces quasi ferment leurs portes au public, donc aux télétravailleurs ponctuels. Nous, sur la plateforme, on avait décidé aussi un peu par solidarité à l'effort national de fermer la plateforme, d'annuler, de rembourser toutes les réservations, de reporter les licences utilisateurs pour les entreprises. Donc, on a complètement fermé la plateforme en mai. Il restait quelques réservations très exceptionnelles. Et après, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'en septembre-octobre, quand il y a eu un déconfinement, c'est remonté très vite. Donc, on a vraiment vu tout de suite des entreprises. Alors, toutes n'ont pas réouvert, mais toutes les entreprises qui ont réouvert ont dit OK, les salariés étaient vraiment contents de retourner dans les espaces. Mais bon, après, avec les reconfinements, évidemment, ça retombe. Donc, les coworking ont d'autres sources de revenus que les nomades. Les télétravailleurs restent encore une part minoritaire du chiffre d'affaires des espaces de coworking aujourd'hui. On est plutôt sur du bureau privatif, de la salle de réunion. Mais c'est un secteur qui souffre de manière globale. Alors, il y a plus de traction en ce moment parce que en fait, les gens recherchent des bureaux et la flexibilité de prendre des postes au mois le mois en privatif fonctionne bien. Donc, il y a une partie du marché qui arrive à reprendre. Mais c'est encore difficile. Et là, avec les confinements qui se reprofilent, nous, notre grande inquiétude, c'est déjà d'être encore en vie à la fin, parce que c'est dur de faire vivre une structure. Nous, on est une trentaine et ça va, mais c'est quand même compliqué dans ce contexte incertain. Et surtout, c'est qu'on ait suffisamment d'espace à la sortie, parce que on sait qu'il va y avoir de la casse et ça nous fait vraiment mal, nous, à chaque fois qu'un espace ferme, surtout quand c'est des petits espaces en périurbain ou en ruralité, où c'est souvent une initiative d'un entrepreneur local, il y a une vraie communauté, il y a un vrai accent sur les valeurs fondatrices du coworking quelque part. C'est difficile de voir des espaces s'éteindre comme ça, alors qu'on se dit que si on arrivait à patienter 6 mois, avec l'organisation du travail hybride que je présentais tout à l'heure dans un contexte post-Covid, il va y avoir une ouverture hyper intéressante du marché.
Mais voilà, il faut le temps, il faut serrer les dents le temps que la situation se résorbe. Donc, il y a des vraies inquiétudes quand même autour de ça pour tous les acteurs. Mais de belles perspectives. Donc, c'est ma dernière slide, hein, mais une maturité sur les limites du télétravail qui a décuplé. Clairement, ça, c'est quelque chose qu'on... Nous, honnêtement, ça fait plusieurs années qu'on essaie de convaincre les gens que le télétravail à domicile, c'est pas la seule solution. Il faut pas l'opposer au travail en tiers-lieu, mais il faut expliquer qu'elles sont complémentaires et que le but, c'est de laisser un choix maximum au collaborateur de son environnement de travail. C'est lui qui sait comment il va travailler le plus efficacement possible. Mais voilà, là, avec le Covid et le télétravail intensif, ce message-là, maintenant, il est évident, alors qu'avant, on avait un peu du mal à expliquer, à convaincre. Il y a des nouveaux modes de vie hors des grandes métropoles qui se développent. Ça, je pense que Relais d'entreprise est très engagé sur le sujet aussi, et je pense que c'est un vrai progrès aussi pour nos modes de vie et de consommation. Et les perspectives, nous, qu'on voit arriver, c'est surtout autour des propositions commerciales qu'on a en ce moment. On a vraiment des entreprises qui se projettent sur des volumes très importants de jours en tiers-lieu et en coworking pour leurs collaborateurs, ce qu'on n'avait jamais avant, honnêtement. Enfin, on avait des volumes importants, mais c'était jamais 3 jours par semaine à distance avec 2 jours en coworking. Et du coup, la taille des propositions commerciales qu'on gère en ce moment, nous, même si elles ne sont pas pour tout de suite, ont quasi triplé de volume depuis les premiers confinements. Donc c'est hyper encourageant. C'est juste qu'il faut qu'on tienne jusqu'à ce qu'on puisse vraiment les déployer. On espère que ce sera mars, ça semble quand même compliqué, mais soit mars, juin ou septembre. Mais voilà, il faut que le secteur tienne pour que ces perspectives se traduisent en une progression réelle et une stabilisation du marché derrière. Qui sera peut-être, dans les études montrent, 30%, voire plus du marché de l'immobilier demain. Donc, on ne parle pas de petits enjeux. Voilà. Donc, c'est un peu un retour du terrain et puis voilà, d'une solution et d'un acteur qui rend vraiment concrète l'utilisation de ces espaces par des salariés, d'ailleurs entreprises ou agents. On a aussi la région Île-de-France qui est un vrai utilisateur de la solution depuis pas mal d'années. D'ailleurs, à ce sujet-là, dernière anecdote, c'est un des seuls acteurs qui, pendant la crise, a gardé la plateforme ouverte en poussant ses agents les plus touchés en termes de risques psychosociaux à domicile à utiliser des coworking quand ils n'en pouvaient plus d'être chez eux. Et donc, c'est partie des clients qui ont progressé dans leur usage pendant la crise. C'est un peu paradoxal, alors que pas mal d'entreprises ont plutôt fermé en disant non, voilà, on coupe pour l'instant tout le monde chez soi. Voilà, merci pour tout, merci pour l'invitation Dominique, et puis très bonne fin de webinaire. Merci Baptiste. Et dans tes propos, effectivement, il faut tenir, il faut des fois, effectivement, comme on dit, d'avoir trop tôt, raison trop tôt, c'est pas toujours évident, mais en fait, ça illustre bien les 3 stades d'une vérité. Une vérité, dans un premier temps, elle est moquée, et c'est vrai que le télétravail en sens large et le télétravail dans les tiers-lieux, personne ne comprenait l'intérêt. Et nous, encore récemment, pour une collectivité territoriale pour laquelle on a mené des investigations, on a un élu qui nous disait je vois pas l'intérêt d'un tiers-lieu pour télétravailler. Le télétravail, c'est forcément à domicile, aucun intérêt. Donc, il nous balayait ça d'un revers de la main. Ensuite, effectivement, la vérité, elle est critiquée. Et on a vu beaucoup de télétravail bashing en disant que c'était pas bien, que ça cassait la dynamique, que ceci, que cela. Et ensuite, la vérité, elle est évidente. Et après, on se dit, mais comment on a pu faire autrement? Je pense qu'on est en train de basculer de la phase 2 à la phase 3 et que le télétravail dans les tiers-lieux va devenir une évidence. Donc, et pour illustrer les propos également de Monsieur Gallier tout à l'heure concernant les lieux et le territoire, et pour revenir sur la notion de territoire, donc je souhaitais effectivement partager partager cette carte du maillage, si elle apparaît à votre écran, ce maillage de lieux déjà existants sur le territoire du Val d'Hier, Val-de-Seine. Monsieur Gallier a parlé tout à l'heure de Stop & Work, qui est un des acteurs majeurs historiques de l'offre coworking urbain et périurbain, partenaire d'ailleurs de Néo-Nomade.
Mais vous avez d'autres espaces d'ailleurs qui sont présents autour de l'écran, hein. Je pense notamment à Office Corner. Je vois aussi Eboss de connecter, peut-être d'autres que je n'ai pas forcément vus dans la liste des personnes inscrites et présentes. Et bien sûr, l'offre configurée par la communauté d'agglomération Val-d'Ir-Val de Seine, puisque historiquement, ils animaient une pépinière, un hôtel d'entreprise, dont une partie va être transformée en espace tiers-lieu, espace de coworking, quoi qu'il en soit, des espaces à usage flexible pour pouvoir accueillir des télétravailleurs. Et cette carte illustre bien la nécessité de pouvoir proposer des lieux au plus proche des zones de vie de chaque habitant. Et vous voyez que ce maillage couvre pratiquement l'ensemble des communes du Val-d'Ir, Val de Seine. Donc, quand on disait tout à l'heure que le Val-d'Ir, Val de Seine était un territoire télétravail friendly, hein, au tiers-lieu friendly, on voit bien que cette anticipation est bien illustrée par cette carte, hein. En évoquant effectivement ces enjeux territoriaux, je souhaitais laisser la parole à Antoine Tobien, directeur du développement territorial d'EDF. EDF, on a pu entendre tout à l'heure le fait d'avoir expérimenté, d'avoir mis en place le télétravail, y compris dans des tiers-lieux internes Welcome. Mais EDF est également engagé en faveur de la réduction de la consommation d'énergie. Et Antoine évoquera justement cette approche complètement novatrice à laquelle d'ailleurs Relais Entreprise est associé, qui consiste à valoriser la non-mobilité au titre des certificats d'économie d'énergie. Et on parlera ensuite aussi de l'approche Proxity. Antoine, je pense que tu es toujours connecté après des débuts un peu compliqués, donc je laisse la parole. Voilà, effectivement, je suis connecté avec un tout petit smartphone, mais bon, si vous m'entendez bien, c'est parfait. Très bien, merci Antoine. Bonjour à tous. Donc, Antoine Tobia, voilà, je suis directeur en charge du développement des territoires en Île-de-France, mais plus particulièrement sur l'Est francilien. Et dans cette dynamique de développement des tiers-lieux au sein des collectivités, vu qu'on est un acteur historique proche des territoires et engagé sur toutes les questions de transition énergétique, de transition écologique et puis de réduction surtout des émissions de CO2, on a regardé avec Dominique comment on pourrait avoir déjà un moyen rapide, concret et efficace de pouvoir encourager finalement ce modèle sur le plan économique. Et on a découvert le principe même du dispositif des C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, qui sont un moyen effectivement d'inciter en tout cas les clients, hein, qu'ils soient industriels, particuliers, entreprises. Vous connaissez tous ce dispositif où on valorise des économies d'énergie en certificat, donc ce sont des leviers d'incitation. Et donc on a regardé pour pouvoir valoriser finalement ces déplacements évités, ces kilomètres non parcourus, en économie d'énergie et donc en certificat d'économie d'énergie et donc en incitation, en coup de pouce, voilà, si je puis dire. Donc c'est vrai que c'est une convention qu'on a signée, qu'on va renouveler. On a même, pour le coup, doublé l'incitation pour les années à venir. Donc vous voyez, on a vraiment cette volonté de pousser le modèle. Et donc ces kilomètres non parcourus, voilà, on va tracer pour chacune des entreprises et chacun des télétravailleurs qui fréquentent ces tiers-lieux, de voir effectivement la valorisation de ces kilomètres non parcourus en certificat. Donc aujourd'hui, ça représente quand même des chiffres quand même importants, puisque chaque année en France, hein, vous le savez, les déplacements domicile-travail représentent environ 150 milliards de kilomètres, et ça représente 4 milliards de litres de carburant. Donc il y a un enjeu de décarbonation qui est énorme, et je prends même l'exemple de l'Île-de-France, où on pourrait se dire que tous les Franciliens utilisent les transports en commun. En réalité, il y a encore 45% quand même de personnes qui utilisent la voiture, même pour des petits trajets. Donc le développement des tiers-lieux voilà, permettrait effectivement d'effacer
une grande partie de ces consommations de carburant. Et donc, du coup, voilà, on est engagé aux côtés de Relais d'entreprise pour soutenir ce modèle et le valoriser via ces certificats d'économie d'énergie. Alors, en soi, les C2E, hein, ce que j'appelle les certificats d'économie d'énergie, c'est pas une fin en soi. Hein, avec Dominique, on regarde justement comment on peut aller beaucoup plus loin, parce que la raison d'être, c'est aussi, on l'évoquait tout à l'heure, de développer l'économie de proximité, développer l'économie locale, et faire en sorte que ces télétravailleurs, demain, ils puissent aussi consommer localement. Et donc, on a créé également une filiale, pareil, avant le confinement, qui s'appelle Proxity, et qui est une filiale qui encourage justement le développement de cette économie de proximité en poussant et en incitant les habitants d'un quartier ou les télétravailleurs d'un tiers-lieu de consommer finalement dans les magasins de la commune ou de la communauté de communes concernée, par un système de cagnotage, par un système de bonus, via comme un peu le principe d'une carte de fidélité. Et on pourrait d'ailleurs imaginer demain de valoriser justement ces tonnes de CO2 évitées en bonus, en cagnotage, pour justement permettre à ces habitants et à ces télétravailleurs d'encourager l'économie de proximité. Donc voilà le lien qu'on a trouvé avec Relais d'entreprise, les certificats d'économie d'énergie, et puis dans un second temps, le lien avec Proxity et le développement du commerce local. Donc c'est vraiment dans notre ADN, c'est construire un monde bas carbone, construire un territoire bas carbone. Et le lien, on l'a trouvé presque naturellement avec Dominique. Et donc voilà, on a vraiment envie à chaque fois qu'on rencontre des territoires, qu'on rencontre des communes, et qu'il y a une offre de tiers-lieu, eh bien on pense aussi à cette économie d'énergie, à cette économie de CO2 et au développement de l'économie de proximité. Merci Antoine. C'est vrai que cette valorisation de la non-mobilité donne apporte une illustration palpable de ce qu'on a évoqué tout à l'heure en matière de incitation à la consommation locale. Et là, c'est pour un salarié qui ne prend pas sa voiture, qui va dans un tiers-lieu et qui reçoit un cagnotage de l'ordre de 50 centimes. Bien sûr, c'est une valeur qui vraiment est différente en fonction du nombre de kilomètres économisés. Donc, plus un salarié habite loin, plus il va avoir un cagnotage important. Après, nous, on est en train de réfléchir à créer une sorte un peu de moyenne et une sorte de péréquation. Enfin, on est en train de voir comment on va redistribuer avec notamment Proxity. Donc, c'est quelque chose de complètement innovant. Hein. Ça n'avait pas été réalisé jusqu'à présent. Et autour de cela, d'ailleurs, on est même en train de réfléchir sur d'autres notions liées à la fiscalité en lien avec les collectivités, hein, autour de la CFE ou de la CVAE. Donc, ça devient un peu technique, mais voilà, dans tous les cas, une bonne illustration que la non-mobilité a un impact immédiat sur le rééquilibrage des territoires, la qualité de vie, l'environnement, le pouvoir d'achat. Donc, un cercle vertueux et un cercle vertueux qui est d'autant plus nécessaire parce que ce qu'a évoqué tout à l'heure Baptiste, mais ce qu'a aussi évoqué Lorraine, c'est qu'un des freins majeurs aujourd'hui à l'utilisation des tiers-lieux reste quand même le coût. Tant que les entreprises n'auront pas réduit leur surface de bureaux dans les métropoles, tant que l'effet de levier n'aura pas été perçu en matière de productivité d'un salarié dans un tiers-lieu par rapport au domicile, l'entreprise aura du mal à payer 2 fois un bureau. Donc, il faut que, la réduction de surface de bureau soit effective, 2, que le bénéfice perçu d'un tiers-lieu par rapport au domicile soit également bien assimilé, et qu'enfin, on puisse aussi valoriser tout ce que l'on peut valoriser en termes d'externalités positives pour que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Pour résumer un peu tous nos propos, avant de laisser peut-être quelques questions et le mot de la fin à Monsieur Gallier, je vais vous passer une diapo de synthèse réalisée par Emmanuel Schwartz, qui au sein de Relais Entreprise est en charge du département télétravail, hein, puisqu'on accompagne de plus en plus l'expérimentation du télétravail dans les organisations. On voit bien effectivement dans cette balance bénéfice-obstacle, à la fois en termes de télétravail à domicile, sur la réduction des effets des déplacements pendulaires en matière de stress, d'absentéisme, d'émissions de CO2, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de la qualité de vie, le développement de l'autonomie, le gain en pouvoir d'achat.
Donc ça, c'est le télétravail à domicile, le télétravail tout court, hein. Ensuite, le tiers-lieu, c'est un environnement structurant, stimulant la créativité, une équité entre collaborateurs, hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dédiée, un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et vous voyez, hier, au sein d'un des espaces du réseau Relais Entreprise, on a un salarié, parce que c'était mercredi, qui est venu en urgence prendre des bureaux parce que il n'en pouvait plus des enfants et qui l'empêchait de faire ses visios. Donc, on voit bien que l'équilibre vie privée et vie professionnelle est compliqué. C'est le sauvegarde du droit à la déconnexion. Beaucoup d'études ont été également menées pour démontrer que celui qui avait la tendance à travailler beaucoup, travaillait encore plus quand il était à la maison, avec une vraie difficulté à se déconnecter. Et on sait que ça peut avoir une incidence sur le burn-out. La confiance des managers, même s'ils ont bien été obligés de faire confiance en leurs collaborateurs quand ils n'ont pas pu venir tous les jours au bureau. Et puis aussi, on l'a pas trop évoqué, mais la limitation des risques de litige en cas d'accident du travail, hein, puisque dans le cadre de l'ordonnance Macron et de l'AMI, si un accident arrive pendant une journée de télétravail, il est avant tout considéré comme un accident du travail. Bon, donc c'est sûr que si on se coupe le pied avec une débroussailleuse, on aura plus de mal à se faire reconnaître ça en accident du travail, mais bon, il peut y avoir effectivement des litiges. Et on a rajouté, nous, l'intérêt d'un télétravail au sein d'un espace affilié au réseau de l'entreprise, puisque nous, on a une enseigne. Et d'ailleurs, l'espace qui a été aménagé au sein de la pépinière du Val-d'Hier, Val-de-Seine, a rejoint le réseau Relais Entreprise, à la fois pour avoir une plus grande visibilité, mais aussi lisibilité, hein, parce que les termes tiers-lieu, coworking, corpo-working, sont pas toujours des termes qui sont simples à assimiler. Et le fait d'avoir une enseigne, un peu comme dans le secteur de l'hôtellerie, c'est plus facile de se dire, tiens, là, c'est un relais d'entreprise avec un S à entreprise. Donc, c'est bien un relais des salariés des entreprises et on va pouvoir y envoyer les collaborateurs dans les bonnes conditions. Et puis, pour les raisons évoquées par Antoine en matière de convention et de partenariat qui lie exclusivement EDF avec les espaces affiliés à Relais Entreprise, puisque cette valorisation n'est possible que si les espaces sont affiliés, puisque c'est nous qui centralisons cette information au travers d'une plateforme que nous avons développée, que ce soit au niveau des C2E, également au titre du label bas carbone. Et je rajoute juste un point qui n'a pas été évoqué, mais on a également un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Vivre au Vert. Baptiste évoquait tout à l'heure, et j'ai vu aussi pas mal de commentaires sur la province. Et c'est vrai que le nombre de jours de télétravail qui augmente incite un certain nombre de salariés à vouloir quitter, à s'éloigner des grandes métropoles. Et on a développé cette plateforme Vivre au Vert pour justement permettre de mieux sélectionner un territoire de lieu de vie. Et parmi les critères figurant dans cette plateforme Vivre au Vert, il y a le critère tiers-lieu d'activité, puisque lorsque vous faites plus de 3 jours de télétravail par semaine, c'est là où vous pouvez avoir un intérêt à chercher un territoire qui propose un tiers-lieu. Et là, seuls les espaces affiliés à Relais Entreprise figurent dans cette plateforme. Voilà. Et les obstacles, on espère vraiment pouvoir les lever par tous ces bénéfices. Reste la notion de coût et le coût en fonction de si c'est un portage privé, public, en fonction de l'animation proposée dans le lieu, ce coût va être amené à évoluer. Peut-être un dernier mot, Monsieur Gallier, si effectivement on a peut-être des questions avant peut-être le mot de la fin, le mot de conclusion. Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole? Je vais regarder s'il y a des mains qui se lèvent. Une question sur le coût à la journée. C'est ça, Véronique, en termes de questions? Il y avait plusieurs questions. Les coûts que vous avez indiqués là sur la diapo sont des coûts à la journée ou à la demi-journée? Non, c'est à la journée. On a des coûts aujourd'hui identifiés, et je pense que Baptiste pourra également le confirmer par rapport à ce qu'il observe dans la plateforme. On a des coûts qui varient entre 10 à 11 euros, plutôt 11 euros le plus bas. On a du mal à descendre en dessous de 11, hors taxe, donc la journée de télétravail, donc ce qui représenterait à peu près 220 euros par mois pour un bureau occupé exclusivement par la même personne. Et ensuite, on monte bien plus haut à plus de 350-400 euros pour des bureaux individuels. Après, il y a une tarification qui est toujours compliquée dans les tiers-lieux parce que plus vous prenez de jours dans la semaine, moins ça coûte cher à la journée, forcément. Et en fonction du bureau, s'il est plus ou moins fermé, plus ou moins exclusif, il va forcément coûter plus ou moins cher. Mais d'après ce que certaines études ont été menées là, dernièrement par Action Logement,
il semble qu'il y a un prix acceptable pour les entreprises. Mais je ne vais pas le dire d'ailleurs parce que je vais vous laisser peut-être vous aussi peut-être s'exprimer par rapport justement à cette notion de coût, Véronique. Pour vous, un prix acceptable d'un bureau pour un collaborateur par rapport à la gratuité du domicile, ça serait quoi? Là, vous me posez la question à moi, Véronique, Ville de Paris. Oui. Et non, je mets mon joker parce que justement, on attend d'avoir des accords avec nos élus, donc je ne peux pas vous dire. Ben voilà, c'est ça. Non, effectivement. D'ailleurs, pour le moment, on a plutôt réfléchi à des propositions d'échange de lieux, mais c'est pareil, j'ai pas eu encore de directive précise, donc là, je peux pas vous répondre. Et sinon, j'avais une question, c'est possible de la poser à Monsieur Tobia? Oui. Il est encore là? Oui, je pense qu'il est là, oui. Dans le cadre de merci. Dans le cadre de la valorisation des placements évités, on est bien d'accord que lorsqu'on évite du transport en commun type RER, train et autres, c'est difficilement valorisable. Ça rentre pas. Bien sûr, parce que là, on est déjà sur des transports électriques, donc déjà faiblement carboné. Non, ça concerne vraiment le périmètre, surtout de l'automobile, donc qui fonctionne avec un combustible fossile. Hein. Voilà, en gros, on est entre 100 grammes de CO2 par kilomètre pour une voiture compacte à 250 grammes pour une voiture plus puissante. Et donc, c'est ça, bien sûr, c'est la marge de manœuvre qu'on souhaite effacer. Donc, c'est ça qui se traduit derrière en certificat d'économie d'énergie. Et j'insiste, on est sur un montage, on est sur des opérations dites spécifiques, hein, donc sur mesure. On n'est pas effectivement sur des opérations standardisées comme on peut l'avoir sur des actions de performance énergétique plus classiques. Hein. Donc, on dépose vraiment un dossier sur mesure auprès du pôle national qui gère les certificats d'économie d'énergie. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques aux différents intervenants? Non, a priori, c'était assez clair. On n'a perdu pas grand monde, en fait. Tout le monde est resté, donc c'est très très bien, merci. Voilà, on lance encore 2-3 minutes pour voir s'il y a quelques questions. Non, a priori, c'est bon. Très bien. Monsieur Gallier, peut-être le mot de la fin, sachant que, comme on l'a évoqué en début de réunion, ce n'est que le début d'une dynamique véritablement enclenchée. Derrière, d'autres démarches vont être engagées au sein de la communauté d'agglomération Val d'Isère-Val de Seine, notamment en matière d'expérimentation du télétravail dans les tiers-lieux du Val d'Isère-Val de Seine qu'on a vu tout à l'heure, et d'autres vont sûrement aussi ouvrir. Peut-être un dernier mot? Oui, alors un dernier mot, non pas en guise de conclusion, mais d'abord remercier l'ensemble des intervenants de cet après-midi. Moi, je trouve une assez grande convergence dans les différentes expressions qu'on a pu entendre, qu'il s'agisse, je dirais, de l'évolution de la position des employeurs, des salariés sur le télétravail et sur le télétravail dans un tiers-lieu, une convergence aussi des entreprises sur l'intérêt que peut présenter pour leurs salariés le développement du télétravail et du télétravail en tiers-lieu, même si, on le notait sur la fin de l'exposé, il existe encore des freins et notamment au niveau des coûts, et donc ça reste ça très très clairement des sujets à travailler. Et puis je dirais une convergence avec les territoires et notamment les territoires de la Grande Couronne sur lesquels la question des déplacements, de l'accès aux zones d'emploi est particulièrement prégnante avec, je dirais, ce que je disais tout à l'heure en introduction, la difficulté qu'on peut avoir à rejoindre chaque jour son lieu de travail. Voilà, donc moi je pense que
on est là vraiment sur un sujet qui, à mon sens, présente de belles perspectives. Ce qui n'était pas le cas encore il y a 4-5 ans. Moi, je me souviens sur Brunoy, au moment où on a commencé à imaginer qu'on puisse construire un immeuble dédié au télétravail près de la gare de Brunoy. C'est le genre d'objet qu'on trouvait assez peu sur des villes comme Brunoy ou sur un territoire comme le Val d'Isère, Val-de-Seine. Les choses se sont faites et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, les choses sont en place, mais on sent bien qu'en l'espace de 4-5 ans, je dirais l'environnement, la capacité des uns et des autres à accepter ces nouveaux modes de travail a fortement évolué. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la crise sanitaire qu'on connaît depuis 1 an maintenant a sans doute joué un rôle d'accélérateur qui est tout à fait essentiel. Donc voilà, c'est une conviction qui finalement s'affirme, et en tous les cas, la satisfaction que je peux ressentir en tant que vice-président chargé du développement économique, de travailler aujourd'hui avec les services de l'agglomération, avec relais d'entreprise, un sujet essentiel pour le développement économique de notre territoire. Merci Monsieur Gallier, puis merci à tous les intervenants, merci aux personnes qui ont assisté à ce webinaire jusqu'au bout. On espère effectivement en organiser d'autres, et on ne manquera pas effectivement de vous adresser les supports au terme de cette réunion. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci.